Ouais. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venus aussi nombreux. J'ai pas pu m'empêcher la petite blague de geek, mais geek linguiste. C'est Devox, c'était quand même trop beau. Devox, de la voix. Parce qu'en latin, il paraît que ça se dit Devocis. C'est avec les K et les trucs comme ça. Enfin bref. Donc c'est pour dire qu'il y a des geeks aussi en linguistique. Ouais, j'imaginais que c'était un peu un truc avec Dev et mais Devox, c'est trop beau. Ah bref, c'est prévu. Carrément prévu. La voix et le samouraï, d'accord. La voix et la voix. Ok, d'accord. Bref. Deux mots juste pour me présenter. Mon nom est Sébastien Bratière. J'ai 34 ans, je suis marié. Je suis basé à Vienne, je suis un expat français depuis bien 12 ans, je crois. J'ai une formation d'ingénieur au départ. Je suis arrivé à l'informatique par des voies plus ou moins détournées. J'ai fait un master en reconnaissance vocale où j'ai fait du traitement du signal et de la linguistique, en plus d'un petit peu d'informatique à Cambridge. Et j'ai fait jusqu'à présent toute ma carrière dans l'industrie de la reconnaissance vocale. J'ai commencé chez Tell Me Europe. Tell Me est une boîte qui faisait et fait toujours des portails vocaux, donc des portails d'interaction téléphonique avec interaction vocale. Tell Me a été racheté par Microsoft il y a de ça quelques années et développe l'offre vocale pour Microsoft. Et puis après deux startups et puis un petit peu de conseils, me voilà speech evangelist chez Davin, une petite société allemande. On est basé à Cologne. Notre credo ou notre slogan, ce qu'on cherche à faire, c'est d'humaniser les processus en industrie et en business. Donc on s'adresse au monde B2B, à accéder aux données au moyen de la parole. Ce qu'on fait actuellement, c'est essentiellement des solutions vocales embarquées. Donc on a eu un produit, on va dire, champion, c'est notre Checkmaster. C'est une appli qui tourne sur des PDA robustes. C'est pas le PDA que vous avez dans la poche, typiquement, c'est plutôt le petit PDA que porte le livreur de chez GLS ou DPD ou UPS quand il vient chez vous, truc sur lequel vous pouvez signer là. Les marques, c'est Pidion, Psion, LXE, Motorola, des trucs comme ça. C'est des tout petits devices avec peu de moyens et on fait de la reconnaissance vocale qui tourne sur ces trucs-là. Donc, ils sont essentiellement utilisés par des opérateurs, typiquement donc en maintenance, en logistique, en inspection. C'est des gens qui utilisent ça dans des entrepôts, par exemple, pour faire du picking ou des trucs comme ça. Et les PDA industriels ont ça de particulier que, bon, à part avoir des ressources mémoire et processeurs assez limités, bah, le standard en termes d'OS, c'est ça, actuellement. Enfin, juste pour situer. Et je pense que, c'est assez curieux, mais je pense que le pas qui va être franchi, le prochain, ça va être un passage vraisemblablement Android ou Windows 8 Embedded ou un truc comme ça. Donc il va y avoir un saut dans l'industrie tout à fait spectaculaire. Voilà. Et en parallèle, je suis retourné à l'école. Je fais un cursus de doctorat, donc je fais de la recherche à Cambridge à nouveau en machine learning. Donc ça n'a pas un rapport direct avec la reconnaissance vocale, mais bon, ça tombe un peu toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, on va dire. Pourquoi parler d'applications web mobiles en général? Une très bonne raison, c'est que c'est une modalité naturelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout simplement l'interface native de 6 milliards d'humains, quand même. Donc c'est une très bonne façon d'interagir avec des contenus ou d'interagir avec des machines en général. C'est une bonne façon, je veux dire au niveau de la technologie actuelle, c'est une bonne façon d'accéder à des contenus structurés ou de formuler des requêtes structurées. On va en reparler un peu plus tard. C'est assez spontané comme raison. Une bonne façon de faire des choix parmi des listes longues, typiquement choisir parmi ses contacts. C'est une bonne modalité pour l'interactivité, de faire du tac au tac ou de faire des choses rapides. C'est une bonne modalité pour faire tout ce qui est texte, donc la saisie d'emails, de SMS et de notes, etc. Et c'est aussi une bonne modalité parce que ça permet, à la différence de beaucoup d'autres, de garder les mains libres et les yeux libres. Plus de ça, clairement, c'est dément et tout le monde veut le faire. Et une raison pour laquelle c'est maintenant que ça se passe, on va dire, c'est parce que beaucoup de développement date seulement du début de cette année, quoi. On va le voir dans les dates des choses qui sont sorties tout à l'heure. C'est des choses qui sont sorties extrêmement récemment, les offres cloud notamment. Alors, j'aurais commencé par un petit sondage pour savoir, parmi vous,
qui a déjà programmé du vocal. Par exemple, ça pourrait être des gens qui ont fait du X input avec X WebKit Speech. Qui? Ok. Ok. Qui pense travailler sur un projet qui impliquera du vocal dans les 3 prochaines années? Ouais, quand même, hein. Donc, il y en a peut-être, pour les gens qui regardent la vidéo, il y en a peut-être je sais pas, une quinzaine. Parce qu'il y a des paresseux dans la salle. Qui a déjà utilisé une application vocale? Qui n'a jamais utilisé d'application vocale? Ok. Même pas sur votre smartphone? Non. Ok. Astérix. Bref. Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste dire une chose. Je vais sauter dans un taxi à la sortie de la conférence. Donc on n'aura pas le temps, on aura le temps pour quelques minutes de questions, je pense à la fin, mais pas pour beaucoup de discussions. Vous ne pourrez pas me prendre quand je sors pour me demander des trucs. Je vais vous laisser mon email. Donc si vous avez des questions ou que vous voulez entamer une discussion, que ce soit sur la reconnaissance vocale en très généralement, n'hésitez pas. C'est le bon moyen de me contacter. Sur des questions relatives à ce que je vais dire maintenant ou bien sur d'autres topics. Ok. Alors, les use cases, je les regarde très rapidement. C'est pour regarder, situer un peu on va dire les concepts, qu'est-ce qui touche à la reconnaissance vocale. Je vais aussi détailler ce dont je vais parler, ce dont je ne vais pas parler. Le principal, c'est la dictée, la recherche web, actuellement dans les smartphones typiquement. Je vais utiliser les acronymes ASR pour Automatic Speech Recognition. C'est la reconnaissance vocale, c'est aussi appelé speech to text, mais je n'utilise pas speech to text parce que on le confond toujours avec text to speech. Et text to speech, c'est l'inverse, c'est la synthèse vocale. Donc je vais utiliser ASR et TTS comme acronyme. Voilà. Le TTS, si vous imaginez une application TTS seulement, c'est typiquement ce que vous avez dans les lecteurs de e-book. Donc vous avez une boîte polonaise, Ivona, qui a été rachetée par Amazon il y a quelques mois, qui fait que du text-to-speech, qui fait que de la synthèse vocale, et leur job, c'est de faire en sorte qu'un texte, qu'on passe au moteur de synthèse vocale sous forme de chaîne de mots, soit synthétisé de façon intelligible, agréable, avec une prosodie, c'est-à-dire avec une mélodie de la parole qui soit naturelle et qui soit agréable à écouter. Donc ça, c'est une application qui fait que du TTS, et je ne vais pas en parler beaucoup d'ailleurs du TTS, parce que, non pas parce que la technologie derrière est simple, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais parce que l'interaction avec la technologie est beaucoup plus simple que en ce qui concerne la reconnaissance vocale. Voilà. Le choix dans une liste longue, j'ai déjà évoqué ça dans les raisons de faire du vocal, c'est un use case tout à fait important. Les assistants virtuels, bon, je ne mentionne même pas Siri. La technologie qui vient se brancher derrière la reconnaissance vocale quand on fait de l'assistant, c'est ce qu'on appelle Natural Language Understanding. C'est abrégé NLU, on trouve ça assez souvent comme acronyme. Si vous regardez le site de Ask Ziggy, ils s'en font une spécialité du NLU. C'est une brique de technologie qui sert à transformer disons, une chaîne de mots qui a été comprise, qui a été reconnue chez un utilisateur, d'en extraire du sens en gros, hein, de faire du parsing, de faire de la sémantique sur les mots qui ont été reconnus. Et c'est avec les assistants virtuels, quand on est en modalité reconnaissance vocale en input et synthèse vocale en output, là, on peut vraiment profiter de ce qui est main libre, yeux libre, et donc on peut avoir une interaction en aveugle. D'autres applications du vocal, le Sésame ou le Wake Up Word, sur mon Samsung, je lui dis Hi Galaxy, il se réveille et puis on peut dire d'autres commandes, des trucs comme ça. Donc le Wake Up Word, c'est quelque chose que je pense est amené à se diffuser assez sur les assistants personnels, les machins qu'on a dans la poche. C'est l'idée qu'il y a un moteur de reconnaissance, disons, à basse consommation en termes de batterie, donc de processeur, qui tourne en permanence, qui écoute l'audio entrant et qui va essayer de reconnaître dans le flot des mots qui sont dits s'il y a une commande particulière du type donc Hi Galaxy pour déclencher quelque chose, déclencher une application ou ouvrir quelque chose ou faire un truc. En tout cas, c'est le signal de wake up.
Autre use case, toujours sur les smartphones, c'est les voice commands. À la différence de ce qui est dicté, etc., les commandes vocales, c'est ce qui permet d'interagir plus ou moins au niveau, on va dire, niveau desktop, plus ou moins, demander d'effectuer donc un appel ou programmer une alarme ou bien ouvrir une application, etc. Ça, c'est un autre use case un peu différent. La biométrie, en anglais Speaker Verification ou bien Speaker Identification. Donc, l'identification des personnes à l'aide d'une empreinte vocale, donc des caractères spécifiques à leur voix par opposition à celle d'autres personnes. Ça non plus, je ne vais pas en parler parce que les use cases sont très différents. C'est des choses, c'est de l'authentification. Donc c'est à voir avec tout ce qui est reconnaissance, ou identification de visage par exemple pour authentification, etc. Mais c'est complémentaire, naturellement. Si on utilise de la reconnaissance vocale, ce dont je vais parler plus tard, c'est des offres qui sont disponibles pour faire de la reconnaissance vocale quand on est développeur, on va dire. Il n'y en a pas encore pour faire de la biométrie, mais ça va sûrement venir. Et puis les portails téléphoniques, là aussi, c'est main libre, yeux libres par excellence, en aveugle. Et là, on n'a que de l'ASR et que du TTS, en plus d'une couche téléphonique, évidemment, pour faire le tout. Voilà. On va maintenant regarder un peu ce qui se passe très rapidement, mais pour que vous ayez une bonne idée de ce qu'il y a dedans, sous le capot. Quels sont les composants de l'ASR? Quels sont les composants du moteur de reconnaissance vocale? Je vous donne... Oui, d'ailleurs, je ne vais pas présenter durant la conférence beaucoup de codes ou beaucoup, je vais dire, d'exemples, d'applis, etc. La raison pourquoi j'ai choisi de faire ça, c'est parce que je pense qu'une fois qu'on a compris les concepts que je vais essayer de vous communiquer aujourd'hui, le code et l'implémentation, ça coule plus ou moins de source. C'est pas difficile, on va dire. Je pense pas en tout cas. Voilà. Alors tout commence évidemment par l'audio. L'audio est acquis sur un smartphone typiquement ou bien sur un smartphone par le microphone du smartphone. Dans une voiture, ça peut être par un microphone array, je ne sais pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs, peu importe. C'est plusieurs microphones qui sont espacés de distance constante, il y en a peut-être 3 ou 4. Il y a aussi des tablettes qui en ont aux angles. Ça permet de localiser la source sonore dans un espace 3D. L'acquisition audio se fait avec une fréquence d'échantillonnage donnée, donc c'est-à-dire c'est la qualité du signal qu'on va recevoir, ça se mesure en kHz. Sur la téléphonie, c'est du 8 kHz, donc quand on utilise une oreillette Bluetooth avec le protocole Bluetooth habituel pour la téléphonie, le signal qui va entrer, qui va être échantillonné, il l'est à 8 kHz. En gros, c'est un standard assez bas pour avoir une faible bande passante, évidemment. Quand on a de l'audio sur le microphone du smartphone, en général, c'est du 16 kHz, donc c'est meilleur. Pour vous donner une ordre de grandeur, la qualité CD, c'est 44,1 kHz. Donc c'est la qualité au-delà de laquelle il n'y a plus de différence perceptible. Si on monte au-delà de 44 kHz, on pense que ça ne change plus rien pour l'oreille humaine. Donc une fois qu'on a l'audio, que fait le moteur de reco vocal? Il s'acquitte d'une tâche qui s'appelle Voice Activity Detection et qui consiste dans un flux d'audio continu, donc qui inclut aussi des silences, à segmenter les morceaux d'audio qui contiennent de la parole. Et il y a des algorithmes spécifiques qui font que ça. Donc, et qui sont à basse consommation mémoire. Le but de la chose, c'est d'économiser de la consommation processeur, pas mémoire, d'économiser de la consommation et donc aussi de la consommation de batterie pour pas faire tourner le moteur de reconnaissance vocale sur tout l'audio. Parce que le moteur de reconnaissance vocale, lui, par contre, il bouffe de la batterie, il bouffe du processeur. Et donc, si on peut s'économiser de ne pas faire de la reco vocale sur les silences, c'est aussi bien. C'est à ça que sert le Voice Activity Detection. En sortie, on a donc des segments qui contiennent de la parole. Les segments sont en gros nettoyés. Il y a une étape de noise removal, d'annulation de bruit. Donc c'est généralement du bruit, un bruit stationnaire qu'on va nettoyer le signal de parole. On va le passer au pipeline en aval. On a des segments propres à la sortie. Et l'étape maintenant, c'est l'analyse, c'est l'extraction de vecteurs de paramètres. C'est des vecteurs qui sont extraits par petites fenêtres de, en général, 12 ou 20 millisecondes de la parole. Il y en a en général une quarantaine, donc c'est 40 chiffres qui sont extraits par petites fenêtres du signal de parole continu. Et ce flux de vecteurs de paramètres, les feature vectors, c'est ceux qu'on va
faire rentrer dans le moulin, on va dire, du moteur de reconnaissance vocale, dans la phase qui est, elle, consommatrice de ressources, c'est le décodage. Le décodage consiste en la confrontation des vecteurs de paramètres avec des modèles pour faire un match et pour détecter quels sont les mots qui ont été dits. Les modèles représentent les mots. Alors comment ça se passe, ça? Il y a plusieurs classes de modèles et je les mentionne ici parce que pour comprendre les contraintes qu'a un développeur quand il développe une application web, il faut les connaître, malheureusement en général. Il y a ce qu'ils appellent des modèles acoustiques qui contiennent le mapping entre des sons, entre de l'audio et des phonèmes, donc une représentation symbolique des sons d'un langage. Par exemple, en français, un bon inventaire de phonèmes, ce serait peut-être 40 ou 50 phonèmes pour représenter tous les sons de la langue française. Voilà, donc les modèles acoustiques contiennent ce mapping-là. Le phonétiseur, ou le dictionnaire phonétique, le dictionnaire quand c'est des mots qui sont présents dans un dictionnaire qui peut être anticipé, le phonétiseur quand c'est un algorithme qui s'occupe de générer une prononciation pour un mot, là c'est le mapping entre les mots et les phonèmes. Par mot, je veux dire la chaîne orthographique, les caractères. Et en troisième lieu, le modèle de langage, ou la grammaire, ça c'est le composant qui définit les combinaisons de mots qui peuvent être reconnus par le moteur. Et les trois sont nécessaires pour faire de la reconnaissance vocale. Au terme de l'opération de décodage, on a un résultat de reconnaissance, c'est principalement évidemment les mots eux-mêmes qui ont été dits, parfois aussi des tags, quand on peut attacher pour, disons, faciliter le processus d'analyse en aval, on peut avoir des tags qu'on attache à des mots, et on a aussi un score de confiance. Le score de confiance, ça dit quelle est la confiance que le moteur de reconnaissance met dans son résultat. Est-ce qu'il pense que la reconnaissance est-ce qu'il pense que le résultat qu'il donne, c'est ça, la réponse, avec une probabilité élevée, ou bien est-ce qu'il pense avec une probabilité plutôt basse, donc c'est pas trop sûr que ce soit ça parce qu'il y avait du bruit ou parce que le match n'est pas très bon, etc. Voilà. Donc une fois qu'on est ça, on est armé pour comprendre quelles sont les architectures et en quoi elles consistent on va dire, sur le marché. L'architecture embarquée, donc où tous les composants en termes de données linguistiques, donc les modèles, je veux dire par données linguistiques les modèles, où tout, que ce soit les modèles mais aussi les algorithmes, sont embarqués sur un device et ça marche en offline. Le cloud, où on a sur un appareil uniquement un front-end, par exemple l'extraction de l'audio, et où l'audio est extrait, et une fois échantillonné, typiquement il est compressé. Toutes les offres cloud que je vais présenter dans un instant sont de cette nature. L'audio est compressé et il est envoyé à un serveur qui va lui contenir tous les modèles et qui va se charger et qui va faire tourner donc, le décodage, le processus plus intense, et va renvoyer les résultats de la reconnaissance. Ça, c'est le modèle cloud. Le modèle téléphonie, on a un client encore plus léger, c'est le téléphone simplement, et il fait circuler que de l'audio dans les deux sens, évidemment. Mais c'est un modèle, on va dire, aussi qu'il faut mentionner. Il y a une distinction fondamentale qu'il faut avoir en tête pour se repérer dans l'offre en reconnaissance vocale. C'est entre les modèles de dictée et les modèles commande vocale. Alors, les modèles commande vocale, c'est le type d'expression que j'ai ici, un truc assez structuré. Appelle Martin Lebrun, ou bien ouvre Facebook, ou bien des machins comme ça. Synonyme qu'on peut trouver sur le web, grammaire CFG, CFG ça veut dire Context Free Grammar, ou bien Command and Control, ça veut dire un peu la même chose. L'idée, c'est que, là vous avez un exemple en format BNF, que je suis sûr que vous arrivez à parser. Ça représente une commande de pizza, vous avez les toppings, les quantities, voilà, on les combine, avec des alternatives, avec 0,5, des répétitions autorisées ou pas, enfin de 0 à 5, etc. Ici, 3 exemples de ce qui peut être dit avec une grammaire qui ressemble à ça. A pizza, 2 large pizzas with pepperoni and mushrooms, 1 medium pizza. À chaque fois, il y a un match entre 1 et la grammaire quantité, medium et la grammaire size, pizza et le pizza, il est là, etc. Donc, ça,
c'est l'archétype de ce que j'appelle donc les modèles basés grammaire. Par opposition, on a les modèles statistiques, en anglais aussi Statistical Language Model. Ça, c'est des données qui sont très très différentes par nature, qui sont des modèles qui sont capables de reconnaître de la parole, je dirais spontanée, mais extrêmement variable, et qui contiennent, les modèles eux-mêmes, les modèles de langage, contiennent des statistiques sur les combinaisons de mots qui sont observées effectivement dans on va dire, la parole prononcée par des gens, quoi. Donc en l'occurrence, on fait en général ça sur des textes, c'est des statistiques qui sont faites sur des textes écrits. Quand on a du matériel oral transcrit, on fait aussi des statistiques sur ce matériel-là. C'est de meilleure qualité parce que ça matche plus le type de combinaison de mots qu'on trouve à l'oral par opposition à l'écrit. Ça, c'est des fréquences d'apparition dans un corpus de texte. Okay, et ça, c'est les mots qu'on trouve. Donc, c'est la combinaison, enfin la séquence de mots, us an idea of, et la probabilité, si on normalise tout ça, c'est la probabilité qu'on entende ça. Ça, c'est ce qu'il y a comme données dans le modèle statistique de langage. Donc tout ça, ça a comme conséquence pas mal de choses. Un exemple d'entrée pour les modèles de langage statistique, c'est ça, c'est combien pèse une baleine, ou bien que disent les critiques de Dead Man Down. C'est des choses qui sont très très variables. Les données qu'il y a pour le SLM, c'est un modèle de langage et le modèle acoustique. Le vocabulaire est très flexible, très étendu. C'est typiquement adapté pour faire la dictée, la recherche web. Les résultats, c'est donc les mots, mais pour faire quelque chose avec, on a besoin de faire du parsing parce qu'on n'a que des mots. Okay, il faut bien, une fois qu'on a les mots, exécuter une action ou une chose comme ça. Donc il faut parser la chaîne de mots. Et ça, je dirais, il y a des solutions cheap pour le faire, mais si on veut le faire bien, c'est difficile. C'est un problème d'intelligence artificielle ouvert encore. Principal avantage, évidemment, c'est la flexibilité donc, ce mode dicté. Une architecture typique, à cause de la taille des modèles de langage, c'est le cloud. La charge réseau impliquée par l'utilisation de ce modèle, c'est qu'il y a une connectivité qui est présente en permanence. Ça s'applique, un modèle de langage, en général pour un domaine, donc il est généralisable à l'intérieur du domaine des sports, ou le vocabulaire des sports, le vocabulaire de la cuisine, etc. Et ce qui est difficile quand on conçoit une application basée sur un modèle dicté ou un modèle statistique, c'est la gestion des erreurs d'interprétation. Elles arrivent, okay, plus souvent qu'on s'y attend, évidemment. Le point délicat quand on conçoit l'application, c'est qu'il faut bien gérer les dérapages. Quand on a une commande vocale qui a été prononcée, dont uniquement une partie est correcte, okay, et que le reste c'est rubbish, c'est de la fantaisie, ou bien que tout est fantaisiste, okay, et qu'on essaye, si on peut détecter qu'on va trop loin du sujet qu'on est supposé, ou de l'interaction qu'on est supposé avoir, il faut avoir un fallback décent. Voilà. Dans les modèles grammaire, donc c'est des interactions qui sont beaucoup plus strictes, beaucoup moins flexibles, où le modèle de langage donc, se réduit à la grammaire. Le vocabulaire est très peu flexible, c'est uniquement les mots qui sont présents dans la grammaire, donc uniquement mon vocabulaire de pizza, là pour l'exemple. Les résultats de la reco en général, c'est bon, certes les mots, mais comme on peut attacher facilement des tags aux mots, ce sera les tags qui sont les plus importants. Le principal avantage, évidemment, c'est la robustesse. Parce que quand on a moins de choix, il y a aussi moins de sources d'erreurs. Et donc, on a moins à faire face à des dérapages ou à des situations où il faut gérer les erreurs correctement. C'est aussi quelque chose qui peut tourner en embarqué, donc aussi en offline. Par contre, quand c'est sur un appareil mobile, il faut un download des données linguistiques. Et le point le plus difficile quand on conçoit l'application, c'est de faire en sorte, à cause de cette restriction, que l'utilisateur, à tout instant, il sache ce qu'il peut dire. Donc il sache, en gros, ce que ça tend à reconnaître la grammaire qui est active. Ok, je vais maintenant vous présenter un certain nombre de solutions qui sont adaptées, on va dire, au prototypage ou à l'expérimentation. Je me focalise sur des solutions qui sont gratuites ou presque. On va regarder rapidement les solutions, un peu les solutions open source c'est ce que j'appelle commercial, mais qui peut être gratuit, en général, ça l'est donc.
Ce qu'on a en open source, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas mature. Il existe un moteur qui s'appelle Pocket Sphinx, qui est développé par Carnegie Mellon aux États-Unis, une université donc. Ça tourne, typiquement ça tourne sur Android, mais vous trouverez une seule appli qui soit déployée sur Google Play. C'est une application en estonien, et c'est pas un hasard si ça a été développé en estonien, je vais peut-être dire. C'est un travail de thèse d'un étudiant. Donc c'est pour dire le type de spécialisation, le type d'effort qu'il faut mettre pour déployer pour déployer Pocket Sphinx sur Android. Okay, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore simplissime. Il y a aussi des engines qui sont disponibles en mode client-serveur, mais où il faut, je veux dire, plus ou moins coder la partie client soi-même. Ils ont pour nom donc Julius, Easip, Odimus, etc. Ce qui est très difficile pour, on va dire, le mode open source pour proposer des solutions de reconnaissance vocale, c'est d'où on sort les modèles acoustiques. C'est ça qui est très difficile. Les modèles acoustiques, ils sont faits à partir de données audio, transcrites, qui plus est. Donc c'est des enregistrements de paroles et leur transcription. Et ça, c'est du boulot. Et c'est cher. Il y a une initiative dans le monde open source qui s'appelle VoxForge, qui existe depuis peu d'années, qui a pour vocation, sur base, c'est un peu du crowdsourcing, qui a pour vocation de collecter de l'audio, lu en l'occurrence, parce que comme ça on n'a pas besoin de faire de transcription a posteriori, okay, on a une transcription a priori, donc de collecter de l'audio dont on connaît la transcription dans différentes langues et de générer des modèles acoustiques donc pour les engines que j'ai cités ici, pour ceux qui sont donc open source aussi. Voilà. Ça existe, ça va très doucement. Il va peut-être falloir attendre encore un peu pour avoir une offre, je dirais, mature. Okay, par opposition à ça, on a ce qui se passe sur le cloud, ce qui est de nature commerciale. Les deux vont un peu ensemble parce que c'est pas bien clair quel modèle on pourrait avoir si on avait du cloud en open source, qui paye pour le cloud, typiquement. Et l'embarqué commercial, c'est typiquement une utilisation dans des GPS ou dans la navigation. Hein, c'est la reconnaissance vocale qu'il y a maintenant dans les voitures, bon, encore dans les modèles haut de gamme, mais ça vient. Ça, c'est des licences qui sont chères. Okay, ça peut atteindre des centaines d'euros par appareil, par device. Et donc, ce n'est pas le modèle qui m'intéresse ici. Ça existe, mais c'est quand on sait ce qu'on fait, qu'on va dire. Quand on a envie de mettre la main à la poche. OK. Les offres cloud, donc. Ça, c'est peut-être ce qu'a utilisé la plupart des gens qui a déjà touché au vocal dans cette pièce. C'est le package Android.speech. Okay, ils ont une bonne documentation pour ce qu'on peut faire avec. Il est disponible sur les devices Android. Donc, il y a deux types d'engines. Il y en a un qui est pour le cloud et un qui est pour l'embarqué. Ce n'est pas évident à première vue, surtout au vu des noms des classes qu'il faut utiliser, mais c'est comme ça. Le Speech Recognizer, le modèle embarqué, c'est très nouveau, c'est de mi-février, avec une version de Jelly Bean. Là, les modèles sont à télécharger, hein, donc comme je disais tout à l'heure. Pour la langue qui nous intéresse, on doit d'abord exécuter le téléchargement des modèles correspondants. C'est utilisé, j'ai trouvé une application qui l'utilise actuellement, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas vues, une qui s'appelle Utter, dont l'objet est de faire en gros des voice commands faciles. Okay. On peut programmer ses propres voice commands, on peut les étendre, etc. Ce qu'il y a de contre-intuitif à garder à l'esprit, c'est que donc, c'est toujours des modèles de dictée. Ils utilisent des modèles statistiques. Donc ils font du command and control, un truc qui est supposé être très robuste, mais avec des modèles de dictée. Okay. Donc c'est le mieux qu'ils puissent faire, hein, pour l'instant, le type qui a écrit Utter, mais avec l'offre disponible. Mais c'est pas tout à fait adapté, parce qu'on aimerait bien, vu qu'on a a priori des commandes qui sont avec un vocabulaire très restreint, on n'aimerait pas avoir comme type de réponse du moteur de reconnaissance vocale tout le champ des phrases qui peuvent être prononcées par un humain, en gros. Okay.
Donc on n'aimerait pas se retrouver avec une phrase du type combien pèse une baleine, alors qu'on s'attend à quelque chose qui est un choix très structuré entre appel plus nom de contact, ouvre plus nom d'application, etc. Okay. Donc c'est pas tout à fait adapté, c'est pas évident, mais c'est ce qui existe actuellement. Il y avait en 2009 encore un système qui était grammar-based, donc qui était fait pour le command and control, mais il a disparu de Android. Les modèles de langage qui sont disponibles, comme je disais tout à l'heure, ils sont spécifiques à un domaine. Et en l'occurrence, sur Android.speech, il y en a deux. On doit choisir entre l'un et l'autre. Il y en a un qui est fait pour de la dictée de messages, donc des SMS, des emails et des trucs comme ça. Et un autre qui est fait pour la recherche web. Donc celui pour la recherche web, c'est un modèle de langage qui a été entraîné, vous vous en doutez, sur les requêtes qui sont entrées dans Google, dans le moteur de recherche. Okay. Alors que le modèle pour la dictée, ça c'est un modèle beaucoup plus généraliste qui a été entraîné sur base, je veux dire, de tous les textes qu'on trouve sur Internet pour une langue donnée. Ce qui est énorme, mais quand on est Google, on peut. Et ils l'ont fait. Android.speech permet, enfin, quelques fonctionnalités qui sont intéressantes, que je mentionne ici. On peut faire du push to talk, donc c'est-à-dire on appuie sur un bouton pendant qu'on parle pour faire enregistrer la parole, mais on peut aussi fonctionner, il y a aussi une modalité pour fonctionner en main libre, où le moteur, enfin le client qui tourne sur le smartphone détecte quand on parle. Okay, donc on n'est pas obligé d'appuyer sur un bouton sur l'écran. Ça fonctionne même quand le téléphone est bloqué. On peut, en tout cas. Okay, ce qui n'est pas sans poser, vous vous en doutez, des problèmes de sécurité qui sont, ils disent dans la doc, c'est le développeur qui doit gérer le problème de sécurité qui va avec. Comme c'est de la dictée, les résultats de reconnaissance, c'est la chaîne de mots. N-best, ça veut dire qu'on a les meilleures hypothèses. On a une liste de N hypothèses de reco qui diffèrent peut-être que d'un seul mot, peut-être de deux mots. On en a autant qu'on en souhaite, on spécifie n. On peut, si on n'en veut qu'une, parce qu'on ne s'intéresse pas aux autres hypothèses, et ben, on prend la meilleure. Et si on en veut 10, ben, on prend les 10 meilleures et puis on les compare, on fait des trucs. Et on a les scores également. Ce qui est un peu collé ensemble, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les bullet points, mais tant pis. On a accès au buffer audio. Donc l'audio entrant, on peut le retraiter si on a envie de faire quelque chose. Il y a un fork, on a l'audio qui part vers le moteur de reconnaissance vocale et on en a une copie si on veut faire quelque chose avec, l'enregistrer ou le stocker ou je sais pas quoi. On a des notifications quand on est le développeur, on a des notifications de détection de début et de fin de signal. On peut utiliser le text-to-speech de Google. Donc il y a des méthodes dans l'API pour utiliser le text-to-speech. Et on est très, je dirais, pris par la main quand on utilise cette API. Il y a même des méthodes, quand on utilise le moteur pour faire des recherches web, il y a même des méthodes qui vous affichent, sur base du résultat de reco, qui vous affichent les résultats de reco dans un browser, etc., qui ouvre le browser pour vous, etc. Donc tout ça dans le package reco vocal. C'est un peu étranger la reco vocale, mais c'est pour dire le type d'application qu'ils avaient en tête quand ils ont défini l'API, je vais dire. Pour le TTS, il faut installer les données localement. Il y a des modèles qui sont commercialement en vente, donc il y a d'autres entreprises que Google qui les proposent, typiquement pour Android. Il y a Acapella, une entreprise française, encore indépendante, il n'y en a pas beaucoup, dans ce domaine en tout cas. Et on peut spécifier toute une série de paramètres pour faire du bon TTS, pour bien paramétrer ce qu'on va faire. Je parle aussi de l'appli Windows Phone 8. Ils ont une très bonne API. Elle est plus avancée en termes de fonctionnalité que celle d'Android. Elle est très récente également. Donc Android, c'était il y a quelques mois. La doc de la Speech API pour Windows Phone 8, c'est 6 et 15 mars, donc quelques semaines vraiment. La doc est très bien faite, je vous la recommande. Même si vous n'utilisez pas Windows Phone 8, pour avoir une idée comment marche la reco vocale sur un smartphone, c'est bien. Et ils ont notamment des conseils d'ergonomie pour créer une application vocale qui tienne la route. C'est une architecture qui est très différente de celle de Android.speech. On peut faire à la fois des modèles grammaire et des modèles dictés. On peut choisir entre les deux. La dictée, ça se passe sur le cloud, 2 SLM à nouveau, un pour la dictée de messages,
l'autre pour la recherche web. Et pour les grammaires, là, ils ont fait très fort. Ils ont suivi les standards qui existent, qui sont diffusés par le W3C. Il existe des standards pour la définition de grammaire qui sont très bien faits. Ils ont pour nom donc SRGS pour les grammaires, SISR, SI c'est Semantic Interpretation for Speech Recognition, qui spécifie comment on attache les tags aux grammaires, PLS, Pronunciation Lexicon Specification, on peut même donc spécifier soi-même la prononciation de certains mots, mettons des mots étrangers ou des noms de produits, des noms propres qui surviennent dans la grammaire qu'on définit. Okay. Donc ils ont vraiment suivi très fort ces spécifications, ces standards-là, ce que je trouve admirable, parce qu'il y en a en termes d'offres cloud par une entreprise commerciale, ils auraient pu choisir de suivre par exemple, enfin d'utiliser des trucs qui sont inspirés de la Microsoft Speech API, et ils ne l'ont pas fait. À noter aussi, donc là aussi on est un peu pris par la main en termes d'interface graphique. Il y a des écrans qui apparaissent quand on fait la reconnaissance vocale, qui affichent pour dire listening, donc on est en train d'enregistrer. À la fin de la reconnaissance vocale, s'il y a une ambiguïté, did you say, et puis on a une alternative, un menu déroulant sur lequel on peut toucher pour choisir un choix, choisir une alternative, ou bien une erreur, quand il y a une erreur qui... Bon, heard you say pour afficher le résultat qui a été effectivement reconnu quand il y a peu d'ambiguïté. Donc c'est des écrans qui sont déjà prédéfinis pour vous en gros et qui sont censés améliorer l'interaction pour l'utilisateur final, quoi. Ils prennent un peu par la main là aussi. Voilà. Il en existe d'autres, donc il y a d'autres parties qui font des offres cloud de ce type-là. Je prends une entreprise qui s'appelle iSpeech. Je ne mentionne pas la plus grosse parce que, en l'occurrence, je pense qu'ils ont un pricing pour les développeurs qui est un petit peu agressif, mais ça ressemble beaucoup à iSpeech. Le plus gros, c'est Nuance. Je pense qu'ils ont une part de marché ahurissante en reconnaissance vocale. Et la raison principale, c'est effectivement parce qu'ils n'arrêtent pas d'acheter leurs concurrents depuis plusieurs années. Et donc, il n'y a plus beaucoup de concurrents. Mais la relève se prépare, je sais. Le pricing pour iSpeech, c'est intéressant pour faire des expériences ou pour jouer un peu avec. C'est gratuit pour le développement mobile. Développement, ça veut dire il y a quelques petites règles de politesse, donc pas des volumes exagérés. On a un pop-up avec iSpeech qui s'affiche dans son application. On n'a pas le droit de faire downloader l'application, mais donc c'est parfait pour le développement mobile. Et pour ce qui est production, donc passage en production d'une appli mobile ou bien développement web, ce qu'ils entendent par développement web, ils ont des API Python, Ruby, PHP, etc. qu'on peut utiliser. Là, ça devient payant. Donc ça commence, c'est pas très cher, hein, ça commence à 2 cents par transaction. Donc transaction, c'est une phrase en ASR, et en TTS, quand on génère on fait de la synthèse vocale, c'est un mot. Ça compte pour une transaction. Bon, quoi, enfin bref. Oui, parce qu'on pourrait générer des livres entiers, ça ferait une transaction. Ok, ça. Plus on achète du volume et plus les prix dégringolent, évidemment. L'API de iSpeech, en tout cas, je la qualifie de légèrement immature. Je n'ai pas beaucoup expérimenté avec, mais je pense qu'il y a des bugs à droite à gauche, des trucs qui ne sont pas tout à fait en ordre, la doc qui est un peu foireuse de temps en temps et tout, mais enfin bon, ça reste utilisable. Fonctionnalité intéressante, ils ont des modèles de dictée qui sont très bien, enfin qui marchent bien et qui sont surtout disponibles pour 11 langues, dont le français. Si on veut faire que de la grammaire, pas de la dictée, là on a 25 langues à disposition. Je disais qu'ils ont des SDK donc, pour plusieurs OS mobiles, dont Android, et des SDK pour l'environnement web. Même quand on utilise le mode grammaire, on ne peut pas, comme avec l'API de Windows Phone, on ne peut pas récupérer des tags, on ne peut pas attacher des tags aux mots, etc. On a uniquement que les mots. Pas très commode parce qu'il faut faire un parsing, il faut comparer les mots qu'on a en résultat avec la grammaire qu'on avait spécifiée, donc on est obligé de faire un nouveau parsing. Mais bon. Et ce qui est rigolo avec le TTS, c'est que on a l'option d'avoir en retour, en plus du son, en plus de l'audio, on peut avoir ce qu'on appelle des VSEM. C'est
un visème, c'est un code, on va dire, pour représenter la forme d'un visage, en gros, enfin de la forme de la bouche. Et ça sert à animer des avatars, simplement. Donc c'est vraiment l'application qu'ils avaient en tête. Quand on veut animer un avatar avec des mouvements de la bouche qui soient à peu près réalistes, qui correspondent à ce qui est dit, ben, on peut utiliser l'info qu'ils vous donnent pour choisir des dessins de bouche qui correspondent avec le timing, enfin, il y a une synchronisation avec l'audio hein, en millisecondes et tout, pour animer l'avatar correctement. Voilà. Un développement très récent et très intéressant, et je pense qu'il y a vraiment de l'avenir, c'est la Web Speech API. Alors, c'est une API JavaScript qui sert à piloter un moteur de reconnaissance vocale. Le moteur de reconnaissance vocale étant fourni par le navigateur. Alors, voilà, pour vous donner un exemple de code que ça donne, ça, c'est du JavaScript. On a un objet, où est-ce qu'il est? L'objet, actuellement, c'est encore WebKit, c'est encore propriétaire. Je vais vous parler de l'état de développement, mais bref. On peut spécifier ici, par exemple, qu'on a de la reconnaissance de paroles continues. Donc, on n'a pas de système push-to-talk, c'est par opposition. Interim results, pour dire ici, on veut avoir des résultats partiels. Donc, pendant que l'utilisateur est en train de parler, on veut déjà avoir des résultats partiels qui peuvent être modifiés. Une fois que l'utilisateur a fini de parler, on a un résultat définitif qui peut diverger du résultat partiel. Et puis là, on a des notifications pour quand l'utilisateur commence à parler, pour peut-être animer quelque chose qui dit je t'écoute. Quand on a un résultat de reco, évidemment, pour faire ce qu'il faut quand on a compris quelque chose. On error, on end, quand l'utilisateur a fini de parler pour arrêter l'animation, typiquement. Sur la Web Speech API, d'ailleurs, il y a deux blogs ou deux articles intéressants qui décrivent comment ça marche. Il y en a un sur Badass et un sur HTML5 Rocks, si ça vous intéresse d'aller regarder. Les deux ont été publiés ou ont été écrits, je crois, par Glenn Sheares, qui est de chez Google, qui est le lead du community group au W3C, qui a publié la Web Speech API. C'est pas une spécification, c'est un draft. Et c'est pas sur le standards track du W3C encore. Donc c'est uniquement, je veux dire, à l'état de... C'est en devenir. Okay. Il n'y a pas de plan actuellement encore, il n'y a pas de plan concret pour que ça devienne une spec, mais j'ai aucun doute que ça va le devenir. Pour vous donner le timing des choses, Google a pris l'initiative, c'était donc en décembre 2011, ils ont publié avec le W3C une proposition de spec, ils ont formé un groupe avec d'autres partenaires industriels, dont Nuance, pas Apple, deux, trois autres qui sont intéressés, OpenStream et d'autres. En avril 2012, ils ont publié à la fin de l'année dernière, en octobre, une draft spec sur base de celle de Google, mais avec l'input de beaucoup de partenaires industriels. Donc, cette spec a été implémentée dans Chromium 25 fin 2012, et le Chrome correspondant, la bêta 25, elle a été publiée le 14 janvier 2013, et donc c'est pour dire que vraiment c'est maintenant que ça se passe. Tiens, ça a encore merdé avec les boulettes, tant pis. Ça, c'est les use cases que permet la Web Speech API. Je suis désolé, c'est difficilement lisible, mais ça permet de faire du web search, ça permet de faire du command and control, ça permet d'avoir donc des modèles de dictée, mais aussi des modèles grammaire. On peut faire de l'entrée structurée, donc filling multiple input fields, c'est exactement ça. On peut faire des entrées vocales du type one large pizza and three medium cokes, donc remplir plein d'entrées, plein de données structurées à la fois. On peut cacher
la UI vocale. Donc on peut avoir quelque chose qui est invisible. On peut avoir un site, je sais pas, en HTML5 qui fait du vocal, mais on voit rien. Il n'y a pas de UI graphique, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bah, un peu tout, speech, driving. Ça, c'est les use cases qu'ils ont listés, ok, sur leur spec. Ils ont évidemment, vous l'avez peut-être même utilisé, une démo en connexion avec la release donc de bêta 25 de Chrome. Ils ont fait une petite API. Là, j'ai utilisé le modèle français. Comme vous voyez, il y a une liste impressionnante de langues. Et c'est un exemple donc codé, on peut regarder le source évidemment, de ce que permet de faire la Web Speech API. Voilà. OK. Il y a encore évidemment tous ceux que je n'ai pas mentionnés, et puis tous ceux qui sont aujourd'hui encore au vestiaire, qui se préparent à sortir. J'ai aucun doute qu'il y en a beaucoup. C'est tout des offres, donc parmi ces offres cloud, des offres qui ont certaines limites, il ne faut pas l'oublier. C'est difficile quand les données, les énoncés, les commandes vocales qui sont transmises sont confidentielles, parce que évidemment, quand on les utilise, toutes ces API que j'ai mentionnées, les données sont exploitées pour améliorer les modèles du vendeur, donc de Google, de Apple quand vous utilisez Siri, de iSpeech, de Microsoft, etc. Donc les données sont réutilisées. Si vous avez des soucis, si vous êtes une entreprise, que vous faites une application en B2B, vous avez peut-être un problème de SLA, de qualité de service que vous voudriez, peut-être votre client veut un engagement, des trucs comme ça. En termes de fonctionnalité, ça marche avec des moteurs de reconnaissance qui sont très génériques, donc on ne peut pas beaucoup personnaliser. On ne peut pas utiliser en général un vocabulaire qui est spécifique pour une société, une branche, un produit. C'est difficile à inclure. Faut les garder en tête. D'ailleurs, au passage, c'est à partir de ces limites-là que la société pour laquelle je travaille, donc Davin, on va, je pense, développer une offre pour accompagner les utilisateurs qui souhaitent faire de la reconnaissance vocale sur ce modèle, mais en s'affranchissant de ces limites-là. Okay, donc si vous développez, si vous êtes un développeur, que vous développez une appli et que vous voyez j'aimerais quand même bien avoir un SLA pour ce truc-là, ou les données de mon client c'est quand même très confidentiel, je ne peux pas les laisser aller dans la nature comme ça, parlez-moi. Avec ça, je vous ai fait un beau panorama. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Vous pouvez les utiliser parce que la plupart sont gratuits. Je vous remercie pour votre attention. Et on a encore quelques minutes pour prendre des questions. Alors n'hésitez pas, allez-y, il y en a une là-bas. Bonjour, merci pour la présentation qui était vraiment très intéressante. Je voulais amener un retour d'expérience par rapport à un talk que j'ai fait mercredi sur le projet Sarah, visant à faire de la reconnaissance vocale, gestuelle, etc. au-dessus des API Microsoft pour interagir avec l'Internet des objets. Et en fait, en pratique, je me suis rendu compte que les utilisateurs sont vraiment très exigeants. Donc l'approche avec une grammaire plutôt que dictée convenait parfaitement. Sauf que récemment, j'ai des utilisateurs qui m'ont dit, depuis que j'utilise le Kinect, toute la famille s'y met, tout le monde interagit avec la Freebox, etc. Et donc, chaque personne de la famille a des tournures de phrases qui sont différentes. Et donc, avec une grammaire, il faut prévoir tous les cas d'usage. Et on rentre dans de l'humain vraiment particulier où, par exemple, la belle-mère va interagir en disant « Sarah, tu es là ». Et donc, il faut prévoir toute une interaction au-delà de la simple grammaire et des commandes vocales, si jamais on veut aller par là. Mais si on fait du dicté, on rentre typiquement dans le problème que vous évoquez, du fuzzy search, où il faut essayer de matcher des bouts de mots, on n'est pas sûr que ça vienne correctement, et c'est pas assez satisfaisant pour vraiment l'utilisateur final. Exactement. Donc là, on a encore, en termes de technologie, il y a peut-être encore un gap, on n'est pas tout à fait au niveau où on voudrait en termes d'utilisation des modèles de dictée. On aimerait bien que ce soit aussi performant ou aussi facile à utiliser le mapping entre les mots et la sémantique que ce qu'on a avec les modèles de dictée. Bon, c'est pas encore là.
Et la question que tout le monde m'a posée à la fin et régulièrement, c'est ok, ça marche, c'est vachement bien, etc. Mais c'est Windows. Quand est-ce qu'il y aura quelque chose sous Linux de la même qualité, avec un microphone arrêt comme le Kinect, etc. Et, et toutes les problématiques qui vont autour, potentiellement le mode déconnecté, parce que les gens veulent embarquer éventuellement toute leur reconnaissance vocale sans être connecté au cloud. Typiquement, j'ai dans la communauté un camionneur qui embarque ça dans son camion pour interagir avec tous ces objets. Ouais. Et donc, est-ce que ça évolue quand même du côté de Linux à ce niveau-là? En termes, pour le camionneur, si son entreprise met la main à la poche, oui. Donc, je disais tout à l'heure, hein, pour la navigation, pour les trucs embarqués, je veux dire, c'est le métier premier de ma boîte. On fait des solutions embarquées. Donc, ça existe aussi sur des PDA qui font tourner Linux ou des variantes. Ça existe, c'est des offres commerciales qui sont encore relativement chères, qui ne sont pas comme les trucs cloud qu'on peut utiliser librement. Et je pense que j'ai donné un peu les clés dans la présentation. En ce qui concerne l'open source, c'est pas encore là. Ouais, il faut attendre que ça. C'est de la technologie, c'est difficile. Hein. Ça, je veux dire, ça met du temps parce que c'est difficile, évidemment. Il y a des données derrière, c'est cher, et donc il y a des raisons pourquoi ça va doucement, quoi. Mais ça bouge. Je veux dire, tout ce que j'ai montré là, ça date de 2013, donc bon, voilà. Merci. Merci.